21h à Yaoundé, mesdames, messieurs, bonsoir. Plaisir de vous retrouver pour votre production panafricaine sur Info TV, Ouru Africa, la tribune où justement les idées du panafricanisme sont défendues avec conviction, avec entrain, mais surtout avec beaucoup de propositions. Ce soir, actualité majeure qui nous interpelle, nous parlerons de cette sortie avec chaos et fracas de 3 pays. Et oui, 3 pays majeurs quittent le bateau de la CEDEAO. Nous allons parler ici du Niger, du Mali et du Burkina Faso. C'est pas une surprise, nous dirons, ou alors nous direz-vous, les pays concernés étaient déjà sous embargo de la dite institution. Les pays concernés vivaient déjà l'enfer, presque, de la part de l'institution. Mais ce soir, nous allons interroger ce départ et surtout nous allons nous apaisantir sur les conséquences. Est-ce que c'est tenable? Est-ce qu'ils peuvent supporter cette sortie de la CEDEAO? Qui sont les acteurs? Y a-t-il des mains cachées derrière cette sortie? On va en parler ce soir sur cette autre production de votre programme panafricain Ouru Africa. Mesdames, messieurs, nous irons aussi, puisque nous sommes dans l'événement, un événement qui nous amène du côté de l'Afrique de l'Ouest, je l'ai dit, avec la Coupe d'Afrique des Nations. Nous serons en monitoring avec ce qui se passe du côté d'Abidjan, justement avec la Cannes Total Énergie 2023. Une fois qu'il est dit, mesdames, messieurs, merci encore d'être présents pour Ouru Africa. Une légère respiration avant la présentation, bien évidemment, et ceux qui nous accompagnent ce soir. Retour sur le plateau de Ouru Africa, la tribune panafricaine par excellence sur Info TV. Je le dis, vous ne perdez rien, puisque nous sommes en direct aussi de la Côte d'Ivoire, où les éléphants s'apprêtent à affronter les lions de la Teranga sénégalais. On va, à l'introduction de ce plateau, dire un mot en présentant ceux qui nous accompagnent ce soir sur Ouru Africa, dire un mot sur ces lions indomptables camerounais qui désormais suivent la compétition à la télévision, en introduisant bien évidemment notre politologue consultant sur Ouru Africa, Paul Stéphane Monunga. Bonsoir. Je ne vous présente plus à ceux qui nous regardent, mais je vous interroge en un mot la prestation des plénipotentiaires camerounais du côté de la Côte d'Ivoire. Permettez-moi de dire quand même bonsoir à tous les Ourunais qui nous écoutent, bonsoir aux copanélistes. Je dirais simplement que on ne récolte que ce que l'on sème et les victoires se construisent. Oui. C'est vrai qu'on a voulu nous faire penser à un certain moment que le Wembley serait une tactique de jeu ou une technique de jeu. Non. Le football a évolué, le football est devenu une science. Le Wembley ne suffit pas pour gagner une compétition. Oui. Il faut avoir un plan de jeu. On a vu que depuis que l'entraîneur ou le manager sélectionneur, parce que lui-même il a dit qu'il n'est pas coach, pour qui j'ai beaucoup de respect, parce qu'il a donné beaucoup pour la sélection camerounaise et pour le Cameroun. Mais depuis qu'il a la tête des Lions, on ne voit aucune évolution sur le plan tactico-technique. Et c'est même ça qui fâche. Ce n'est pas la défaite, moi, qui m'énerve, parce qu'on ne peut pas gagner chaque jour. Oui. Mais il faudrait au moins qu'on voit une progression au niveau du plan technico-tactique. Mais on ne voit rien du tout. Si vous observez tous les buts que le Cameroun a marqués, c'est sur des centres. Ce ne sont pas des actions qui sont construites. Ça, c'est la vie technique. C'est la vie technique. Ce ne sont pas des actions construites. Ça veut dire qu'on a fait un retrait et quelqu'un a pu sauter plus haut que l'adversaire. Il a donné un coup de tête et c'est entré. Aucune action construite. Et contre le Nigeria, on a vu notre vrai niveau. Oui. Donc je pense qu'il faudrait que ce soit... Alors, que cet échec... On sort
de cette présentation, Paul-Stéphane Menunga, il part ou il reste, le manager sélectionneur? Non, pour moi, Rigobert Song doit partir. C'est la vérité. J'aime cette citation d'Einstein et je la traîne partout. La folie, c'est de penser que les mêmes causes vont produire les effets contraires. Rigobert Song, on a voulu donner la chance à Rigobert Song de pouvoir s'intégrer dans le football camerounais en tant que grand capitaine ou ancien grand capitaine. On lui a donné les sélections inférieures, il n'a pu rien faire. On lui a donné les Lions indomptables, ça fait 2 ans, il n'a pu rien faire. Si on peut lui prouver même un poste de PCA à la FECAFOOT, si on veut trop récompenser Rigobert Song, vraiment qu'on lui trouve un poste de PCA, mais vraiment qu'on donne l'équipe nationale du Cameroun à un sélectionneur qui mérite l'équipe nationale du Cameroun. Merci Paul-Stéphane Menunga. Nous sommes en monitoring spécial et particulier avec Abidjan. Alors nous parlons, il est 21h07 du côté de Yaoundé, Cameroun, avec bien évidemment ce décalage du côté d'Abidjan. Je précise qu'à l'heure nous parlons, les Lions de la Teranga sénégalais mènent sur le score d'1-0 sur les éléphants de Côte d'Ivoire. Nous n'allons pas nous apaisantir plus sur la question. Le temps pour moi de dire bonsoir et bienvenue à M. Bawa Bouba. Il espère en question politique, il espère en gouvernance. Nous lui disons bonsoir et bienvenue sur Ouro Africa. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous mes copanélistes, bonsoir également à nos millions de téléspectateurs. C'est une fois de plus que vous êtes présent parmi nous. Alors, en un mot, je sais que vous n'êtes pas particulièrement attentif aux questions sportives, mais la question, la présence camerounaise à cette grand-messe du football africain, en termes d'image, comment est-ce que vous la voyez? Est-ce que le Cameroun a bien vendu son image en terre ivoirienne? Moi, je suis panafricaniste. Oui. Pour moi, toutes les équipes s'équivalent. Et nous avons une équipe moyenne qui n'a joué que son niveau de football. Je ne sais pas s'il y avait un plan technique. Oui. Il fallait des joueurs qui portent ce plan technique. Je pense que nous sommes en train de constater un passage à vide par rapport à notre niveau réel de football. Oui. Il va donc falloir que nous assumons cela et respectons également ce que le coach a pu donner. Oui. Il est allé jusqu'au deuxième tour avec cette équipe moyenne. C'est à saluer pour vous? Je crois que vu le niveau technique de l'équipe, c'est-à-dire pris individuellement et pris collectivement, voyant cette équipe par rapport au niveau des autres équipes, nous sommes allés là où on devrait y aller. C'est mon point de vue. Alors, je sors avec cette question rhétorique. Pour vous, le coach, manager, sélectionneur, il part ou il reste? Qu'il reste ou qu'il parte, je crois que ça dépendra du contrat qu'il a avec la FECAFOOT, avec le ministère du Sport. Alors, dans les contrats, vous, en tant que Camerounais, fan de Lyon, je ne lui reproche pas grand-chose. Vous ne lui reprochez rien? Vu le niveau de nos footballeurs actuels, je ne lui reproche pas grand-chose. Merci, M. Bawabouba, pour votre perception. Je me tourne vers un érudit de la science universitaire au sens vrai du terme, Faustin Etouké. Vous êtes un habitué de Ouro Africa. C'est votre première sortie pour l'année 2024. Bonsoir, mais surtout bienvenue. Merci Stéphane. Bonsoir à nos millions de téléspectateurs. Bonsoir aux copanélistes en studio. Je me remets d'un violent paludisme. Je serai peut-être pas très fougueux ce soir. C'est un plaisir d'être là pour contribuer à construire l'idée du panafricanisme telle qu'elle a été semée il y a déjà beaucoup de décennies et telle qu'elle est appelée à mûrir dans une direction qui n'a probablement pas été pensée par nos illustres ou éminents prédécesseurs. C'est toujours un plaisir renouvelé de contribuer à faire évoluer, à enrichir le débat. Faustin Touquet, homme de science, s'il en existe encore. Alors, vous êtes celui-là qui observe. Alors, en un mot, 1 minute, 30 secondes,
Comment est-ce que vous avez perçu l'aventure ou alors l'odyssée des plénipotentiaires camerounais en terre ivoirienne? Là, nous sommes en train de parler du sport, je crois, qui Oui. est un facteur d'intégration assez important, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Au niveau panafricain même? Oui, au niveau panafricain. Bien, maintenant, puisqu'il faut coller à l'actualité, la prestation des Lions indomptables en terre ivoirienne, ce que j'en pense, vous savez, on dit, seul on va vite, ensemble on va loin. Oui. Je ne pense pas que individuellement, chaque joueur de l'équipe nationale ait quelque chose à se reprocher. Maintenant, la construction de la cohésion nécessite quand même, comment dire, une certaine vision et puis une certaine aptitude à avoir travaillé ensemble. Oui. Vous n'allez pas prendre différents Michael Jackson, non, Michael Jordan dans des pays différents. Vous les mettez dans une équipe et parce qu'ils sont des stars, vous pensez qu'ils vont battre une équipe qui s'entraîne régulièrement. Les jeux d'équipe ne sont pas des jeux individuels. Il y a le tennis, c'est un sport individuel. Il y a des sports comme le ping-pong. Les sports collectifs nécessitent que des gens se connaissent et travaillent ensemble. Le travail d'équipe n'a pas grand-chose à voir avec le travail individuel. Et dans cette perspective-là, je crois qu'il faut être pas très sévère, n'est-ce pas, avec l'équipe des Lions indomptables, surtout que collectivement au Cameroun, qu'est-ce que nous réussissons à faire véritablement sur beaucoup de plans plus sensibles? Puisque la réponse de la fashion ne va pas se prononcer, vous avez demandé à tous les panélistes ce qu'ils pensent. Faut-il maintenir oui ou non? Il parlerait, c'est de façon... Rigobert Song, le manager. Donc, avant de parler, vous m'avez présenté comme universitaire, ce que je ne conteste pas. Je vous dirais qu'à la tête de nos universités, nous avons des gens qui devraient être partis depuis très longtemps, qui sont encore là. Je ne sais pas s'ils ont des résultats. Donc, s'il faut venir tirer sur un petit sportif, parce que le sport, je veux dire, c'est pas aussi important, par exemple, que la recherche universitaire et tout. Les plus grandes universités d'État du Cameroun, vous avez Yaoundé 1, vous avez Yaoundé 2, des recteurs qui sont supposés être en retraite depuis, qui sont encore là, on ne sait pas du tout ce qu'ils font. Dès que vous allez parler, on va dire que vous êtes aigri. Et puis les gars veulent venir cogner sur Rigobert. Vraiment, je ne me moquerai pas de moi-même. S'il faut mettre des gens compétents pour que les choses marchent, ce n'est pas au football que ça va commencer. Donc, foutez la paix à M. Rigobert Song. Juste pour cela, je vais dire, foutez-lui la paix. Merci. Merci Faustin Etouké. Vous avez dit en vos mots ce que vous pensez. Mesdames, Messieurs, le quatrième et dernier invité, lui, il ne vient pas de l'intelligence camerounaise, c'est un centrafricain qui fait ses classes sur justement notre scène universitaire. Max Ruffin y appelé, doctorant, homme de sciences, universitaire centrafricain. Il est le bienvenu sur cette tribune panafricaine. Nous lui disons bonsoir et surtout bienvenue. Bonsoir à vous et puis bonsoir à tous les panélistes qui sont présents et sans oublier également notre téléspectateur qui nous regarde souvent. Et puis je vous remercie encore davantage pour ces plats organisés et puis solliciter notre appréciation ce soir. Merci. Alors Max, c'est vrai que la Centrafrique n'est pas représentée du côté de la Côte d'Ivoire, c'est dommage, mais vous observez quand même les différentes prestations. Je ne vous demande pas, je vous demande peut-être un avis, vous êtes au Cameroun, comment est-ce que vous avez apprécié le parcours des Lions indomptables camerounais qui sont aujourd'hui éliminés? Comment est-ce que vous avez observé ce parcours? Merci beaucoup, je reste taciturne ce soir pour dire tout simplement qu'il est bien vrai que mon équipe nationale de la République centrafricaine ne fait pas partie des équipes qui ont joué en Côte d'Ivoire. Mais je tiens, quand j'essaie maintenant de vérifier les historiques, les équipes, bel et bien que la République centrafricaine l'a battue, c'est cette équipe-là qui est en train de travailler également de l'autre côté en Côte d'Ivoire. Donc en matière de jeu, il faut faire très attention pour faire l'éloge
sans travail. Oui. Et maintenant, l'appréciation que je voudrais porter sur l'équipe camerounaise au niveau de la Côte d'Ivoire, moi j'avais dit, comme on dit souvent au quartier, c'est un continent. C'est un continent et leur présence en Côte d'Ivoire nous rassure complètement en Afrique centrale. Oui. Malheureusement, nous sentons louange d'un continent, mais à l'intérieur de ces continents en question, nous n'avons pas suffisamment travaillé. Suffisamment travaillé qui commence d'abord parce que j'ai vu très rapidement, les gens commencent maintenant à poser seulement la question sur les gens qui dirigent l'équipe nationale. Oui. C'est bien évidemment parce que c'est eux-mêmes qui sont responsables, mais en réalité, il y a beaucoup de choses à faire parce que nous avons observé un comportement de nos joueurs. Oui. De nos joueurs, suffisamment, ils n'ont pas bien préparé. Physiquement également, il y a un problème. Oui. Et même sur le sentiment national, les gens ont oublié. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à minimiser ce qui est de leur pays au dépend de ce qui est de l'extérieur. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que quand vous voyez comment, je prends un exemple des joueurs du Sénégal et du Nigeria. Oui. Vous voyez comment quand ils sont sur le terrain, ils manifestaient, c'est-à-dire que le sentiment d'un pays. Mais ici, avec nos joueurs, c'est-à-dire que les gens viennent avec des acclamations terribles qui nous montrent véritablement qu'ils sont des joueurs, mais en réalité, sur le terrain, nous ne voyons pas exactement ce qu'ils font. Donc, à ce niveau, au lieu de penser pour dire que peut-être c'est les leaders qui sont la cause ou pas facteur de l'équipe continentale, comme nous souhaiterons, moi je pense peut-être que le travail qu'on devait faire à ce niveau, c'est d'une manière totale, c'est-à-dire que totale dans la mesure que l'ensemble de l'équipe nationale, même les leaders, doivent essayer quand même d'asseoir pour travailler suffisamment pour... Alors, oui. vous parlez de façon technique, il y a un travail de refondation à faire pour vous. Centrafricain mais camerounais qui avait vos habitudes, le coach, manager, sélectionneur Rigobert Song, il part ou il reste? Bon, je vous remercie, c'est pas moi aussi de produire des remarques acrimonieuses vis-à-vis de lui, mais comme j'avais dit ici, il nécessite encore un travail au fond de toutes les partisans, c'est-à-dire que les parties prenantes. Donc lui également, il doit essayer de questionner quelle est ma place dans cet essai, parce que j'ai vu également que ce que je voudrais sortir par là, parce que je ne suis pas là aussi pour le condamner, mais ce que je voudrais dire tout simplement, nous avons déjà une connaissance, c'est-à-dire que nous avons une culture de l'immédiateté. Or, l'équipe camerounaise, ce n'est pas tout l'État qui doit gagner aussi les autres pays. Ça nous revient à nous également de comprendre qu'il est normal qu'un jour on peut gagner l'équipe camerounaise, c'est normal. Oui. C'est aisé. Donc, rester seulement pour dire que Rigobert, évidemment, même s'il arrive déjà qu'il a agi sous contrat, si le contrat arrive, il part. Un jour également, le leader qui va venir encore, on va continuer toujours encore de dire que non, c'est lui qui ne travaille. Donc, nous devons arrêter ces mentalités pour questionner nous-mêmes en question, qu'est-ce que j'ai fait? Merci Max. C'est vrai qu'on a apprécié le parcours de l'équipe centrafricaine et le capitaine Geoffrey Kondogbia, un joueur ex de l'Olympique de Marseille que nous apprécions particulièrement. Merci pour votre réaction. Vous estimez que Rigobert Song devrait encore justement s'asseoir et réfléchir sur son rôle au sein de la sélection Fagnon. C'était le mot introductif de ce plateau de Ouro Africa qui nous ramène à l'actualité centrale qui est du côté de la Côte d'Ivoire avec ce score que je vous ai donné puisque vous ne perdez rien en restant sur Info TV. Les Lions de la Teranga sénégalais à l'instant où nous parlons mènent sur les éléphants de Côte d'Ivoire sur le score d'1-0. Une fois que je l'ai dit, mesdames et messieurs, une légère transition avant que nous rentrions de plein pied sur la thématique principale qui nous amène du côté de l'Afrique de l'Ouest avec ce départ, avec chaos et avec triomphe de 3 pays, Mali, Niger et Burkina Faso.
retour sur le plateau de Ouro Africa, l'espace panafricain sur Info TV, chaque lundi, lorsqu'il est 21h à Yaoundé au Cameroun. Ce soir, je l'ai dit, nous épiloguons sur cette sortie fracassante de 3 pays, déjà sous le viseur de cette institution. Je parle du Niger, je parle du Mali, je parle du Burkina Faso, qui ce dimanche 28 janvier, de façon souveraine, avec le soutien des peuples, décide de sortir de l'organisation économique ouest africaine. Ces pays estiment ne plus se sentir en odeur de sainteté avec l'institution. Et il faut le préciser, sous le poids des sanctions de cette institution pour pouvoir être en harmonie avec vous qui nous regardez. Prenons d'abord la première résolution grâce au communiqué conjoint signé des 3 pays qui a été relayé sur les antennes de la radio-télévision nigérienne. Nous revenons tout de suite après pour les premiers commentaires. Merci. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner lecture d'un communiqué conjoint, communiqué dont la teneur suit. Communiqué conjoint du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger. Désireux de réaliser l'intégration entre les États de la sous-région et mus par les idéaux de fraternité, de solidarité, d'entraide, de paix et de développement, leurs excellences, le général Aboubakar Sangoulé Lamizana, le général Moussa Traoré et le lieutenant-colonel Seni Kounché, respectivement chef d'État de la Haute-Volta, actuel Burkina Faso, du Mali et du Niger, créés avec 12 de leurs pairs, le 28 mai 1975 à Lagos, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Après 49 ans d'existence, les voyants peuples du Burkina, du Mali et du Niger constatent, avec beaucoup de regrets, d'amertume et une grande déception, que leur organisation s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. En outre, la CEDEAO, c'est l'influence de puissances étrangères. Trahissant ses principes fondateurs, est devenue une menace pour ses États membres et ses populations dont elle est censée assurer le bonheur. En effet, l'organisation n'a pas apporté assistance à nos États dans le cadre de notre lutte existentielle contre le terrorisme et l'insécurité. Pire, lorsque ces États ont décidé de prendre leur destin en main, elle a adopté une posture irrationnelle et inacceptable en imposant des sanctions illégitimes, illégales, inhumaines et irresponsables en violation de ses propres textes. Toutes choses qui ont davantage fragilisé les populations déjà meurtries par des années de violence imposées par des hordes terroristes instrumentalisées et téléguidées. Face à cette situation qui perdure, leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général de brigade Abdourahmane Tchani, respectivement chef d'État du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident, en toute souveraineté, du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, fait à Ouagadougou, à Bamako et à Niamey. Voilà le communiqué conjoint signé des 3 pays concernés, Niger, Burkina Faso et Mali. Je retiens, Paul Stéphane Menunga, 2 points précis. On parle d'influence étrangère, on parle aussi de souveraineté des pays concernés. Première réaction. Oui, ma première réaction est que il faut savoir que la CEDEAO est créée en 1975. Et le premier objectif de la CEDEAO, ou alors l'objectif de départ de la CEDEAO est économique. Ça veut dire qu'il faut créer une union économique. C'est à partir de 1990 qu'on va intégrer la dimension politique, notamment son volet sécuritaire. Oui. Et s'il faut donc analyser la CEDEAO sous ces 2 angles, on peut dire que ces militaires ont raison. Raison pourquoi? Parce que dans la dimension sécuritaire d'une organisation, on doit voir ce qu'on appelle
techniquement en relations internationales la sécurité collective. Dans la sécurité collective, quand un État est attaqué, tous les membres de l'organisation, ça veut dire que vous avez attaqué tous les membres de cette organisation. Et on se pose donc la question de savoir comment, depuis que le Mali est, entre guillemets, attaqué par les djihadistes, comment depuis que le Niger, entre guillemets, est attaqué par les djihadistes, ainsi que le Burkina Faso, pourquoi la CEDEAO n'a jamais, n'a jamais pris le taureau par les cornes pour essayer de résoudre ce problème? Parce que c'est quand même un bloc, ça veut dire que quoi? Quand la maison du voisin brûle, vous devez aider le voisin à éteindre le feu. Tout à fait. Parce que vous-même, vous êtes en danger. Mais on a l'impression qu'en fait, dans la CEDEAO, les voisins ne sont pas en danger. Ça amène quand même à se poser les questions. Et à côté de ça, on doit aussi interroger le comportement même de la CEDEAO. On a l'impression que toutes les décisions de la CEDEAO, ça rime toujours à une communauté internationale entre guillemets. Oui. Ça amène quand même à se poser les questions. Et plus loin encore, on se rend compte que la CEDEAO est une institution en réalité qui est au service des dirigeants et non des peuples de la CEDEAO. On est là dans une oligocratie. Ça veut dire que une forme de système où, en réalité, on est là simplement pour pérenniser nos pouvoirs, mais on ne règle pas ou on n'apporte pas les solutions aux besoins du peuple même. Et on pourrait même aussi interroger la dimension économique. La dimension économique, elle est interrogeable parce que dans l'économie, on intègre la monnaie. Oui. Comment depuis 1975, parce que la monnaie unique, ou alors la réforme monétaire fait partie des projets de la CEDEAO au départ en 1975, pourquoi depuis vous continuez à utiliser la monnaie des autres et non votre monnaie? Donc moi je sors pour mon premier jet en disant que le véritable problème des États de la CEDEAO et de la CEMAC, parce qu'on pourrait faire un parallélisme des formes, Oui. c'est que tous ces États sont indépendants mais ne sont pas souverains. C'est maintenant que la plupart des États veulent aller à la conquête de leur souveraineté, parce que les colons, ou alors le colon en partant, nous a donné les indépendances sans nous donner notre souveraineté. Et puisque, avec l'émancipation, ou alors l'évolution du monde, les peuples aujourd'hui sont davantage émancipés, parce qu'il y a un corollaire qu'il faut faire. Ou alors je pourrais revenir à la suite du débat pour vous démontrer qu'en fait, il est normal aujourd'hui, ou alors il faut encourager la démarche de la CEDEAO aujourd'hui et rappeler à ceux qui pensent que la CEDEAO va échouer dans sa démarche qu'en réalité, le monde a véritablement changé. Je pourrais revenir sur les trois dynamiques lors de mes prochains propos. Je vais préciser que peut-être dans votre analyse, vous souhaitiez parler de cette alliance des États du Sahel, AES, lorsque vous évoquiez les perspectives d'échouer dans la démarche. Oui, je parle de ces trois États, oui. Et en même temps je parle de l'évolution du monde, parce que le monde a connu trois évolutions. Il y a eu la guerre froide, où on avait deux blocs, avec deux idéologies. Après la guerre froide, on a eu ce qu'on appelle la mondialisation heureuse, qui va de 1980 à 2001. Oui. Et de 2001 à nos jours, on est dans le multilatéralisme ou le multipolarisme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en réalité, on peut ne pas coopérer avec la France et les États-Unis, coopérer avec la Chine, coopérer avec Taïwan, coopérer avec l'Inde, coopérer avec la Turquie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si l'Union européenne n'achète pas mon pétrole, je peux vendre mon pétrole à la Chine. Tout à fait. Je peux vendre mon pétrole à la Russie. Ça veut dire aujourd'hui que cette union qui est en train de se développer, de se travailler, a beaucoup de chances de réussir parce que le monde a été reconfiguré autrement. Si on était encore à la période post-guerre froide, je vous assure que cette union ne ferait même pas 6 mois, qu'elle serait morte de sa propre mort. Merci Paul Stéphane Menunga. Monsieur Bawa, je me tourne tout de suite vers vous pour une analyse pointue de cette nouvelle qui, lorsqu'elle intègre les rédactions hier, paraît vraisemblable. 3 pays majeurs de la CEDEAO qui n'en comptent que 15 décident comme ça de claquer la porte. Niger, Burkina Faso, au Mali décident de partir. Ils évoquent une institution inféodée au diktat occidental. Est-ce que pour vous, cette décision vous surprend, tout d'abord? Non. C'est question de vie ou de mort. C'est d'existence ou de ne pas exister. Il n'y avait pas de choix. Je crois qu'il y a la version officielle
des faits, il y a la version officieuse. Oui. Nous constatons que c'est la version officieuse qui est la plus importante. En réalité, qu'est-ce qui oppose l'AES à la CEDEAO? Quelle est leur divorce, la raison de leur divorce? La raison de leur divorce est que les pays de l'AES ne veulent plus se conformer au principe de la démocratie d'alternance, à l'organisation des élections selon les normes occidentales. Oui. C'est des Voilà pays qui sont tous sous la férule de personnes qui sont arrivées par coup d'État, il faut le préciser aussi. Bien entendu, une fois arrivés par coup d'État, si ces trois pays se sont pliés aux injonctions de la France-Afrique, de la CEDEAO, en organisant les élections libres et transparentes, selon les normes occidentales, je crois qu'il n'y aurait pas de divorce entre la CEDEAO et l'AES. La raison fondamentale, c'est que ces trois pays-là ont constaté l'échec de ce qu'on appelle la démocratie d'alternance selon les normes occidentales. Sachez que le Mali sortait de cette démocratie d'alternance. Le Niger sortait de cette démocratie d'alternance, organisée selon les normes occidentales. Et ils ont compris que cela ne peut pas prospérer pour leur pays. Ils ont décidé de mettre fin au phénomène, au principe de démocratie d'alternance au pouvoir, pour opérer maintenant les alternatives, le changement. C'est ça la raison du divorce. Oui. Parce que les pays de la CEDEAO sont les représentants de la démocratie d'alternance. Le Nigeria, le Ghana, Donc pour vous, c'est pas le Sénégal, le Bénin. c'est Vive Coupé qui font à ce que ces pays sortent. Ces pays, Pour la pression internationale. ces pays représentent le modèle de gouvernance occidentale. Les trois pays de l'AES ne veulent plus ce modèle-là. Donc ça interroge aujourd'hui les élites universitaires, les partis politiques d'opposition. Est-ce qu'il faudra continuer avec le modèle de la CEDEAO, celui de la démocratie d'alternance selon les normes occidentales, ou bien selon l'AES qui voudrait rompre avec cette démocratie d'alternance? C'est là où le fond du débat se trouve. Mais les gens ne veulent pas le regarder ainsi en face. C'est ça la fondamentale que nous devrons donc porter ce soir. Oui. Faut-il, oui ou non, continuer à adorer la démocratie d'alternance au pouvoir, telle que voulue par la CEDEAO et refusée par l'AES? Ou bien êtes-vous contre la démocratie d'alternance au pouvoir en épousant maintenant ce qu'on appelle l'alternative que veulent donc porter ces trois pays? Voilà le regard que moi je porte ce soir. Merci, M. Bawa. Faustin Touquet, je me tourne vers vous. C'est vrai que ces pays, on va le dire, et nous l'avons dit, ployaient sous le coup des sanctions de la part de la CEDEAO, la dite institution sous-régionale, malgré, il faut le préciser encore, les réticences des opinions publiques des différents pays, parce que, justement, on l'a vu lorsque l'intervention militaire avait été évoquée par certains au Nigeria, les populations n'étaient pas d'accord. Au Bénin aussi, on a vu les hésitations du président Patrice Talon. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la CEDEAO a obéi à des agendas extérieurs et que justement ces pays qui s'en vont sont dans leur bon droit en pensant que la CEDEAO est instrumentalisée eu égard aux sanctions qui frappent de plein fouet les économies nigériennes, le commerce au Burkina Faso et même justement la souveraineté de l'État malien? Pour répondre à toutes ces questions, il faut un référentiel. Il faut un référentiel à partir duquel on peut hasarder, développer. Ce référentiel me semble être le panafricanisme. Et le panafricanisme, il ne se construit pas comme c'est en 2023. Il a quand même des racines. Donc, il y a malheureusement peut-être plusieurs panafricanismes, c'est-à-dire plusieurs idéologies panafricanistes.
Le panafricanisme voulant rassembler les fils, les filles d'Afrique, du continent africain. Nous devons quand même tous être conscients que les frontières du continent africain sont naturelles. Chaque fois qu'on voit l'Afrique, on la reconnaît. Ce sont les traits qui sont dessinés à l'intérieur de l'Afrique. Parfois, on ne reconnaît pas. Un Camerounais peut savoir où se trouve le Cameroun sur une carte d'Afrique vierge. Si on lui demande de dessiner exactement où se trouve la Libye, la Namibie, ce n'est pas très sûr qu'il puisse. Vous comprenez? Donc il y a des frontières politiques, des frontières administratives qui ont été construites, on le sait, par la colonisation. Mais avant, il y avait des peuples qui vivaient là, avec des frontières relatives à des gouvernements peut-être tribaux. Est-ce qu'il est possible de réunir les fils et les filles d'Afrique sur le continent africain dans une même forme de gouvernement? Certaines personnes ont pensé il y a plus de 60 ans que c'est possible. Elles ont cru pouvoir poser des bases. Est-ce que ça a prospéré? La réponse est plus négative que positive. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un regain de vouloir construire le panafricanisme? C'est par rapport à cette question, ce questionnement, qu'on va essayer d'apporter des éléments de réponse aux nombreuses questions que vous avez posées. Alors, Kwame Nkrumah, c'est un nom qui est connu. C'était un panafricaniste. Ruben Umniobe, je pense que beaucoup ne seraient pas surpris qu'on le considère également comme un panafricaniste. Voilà deux hommes du passé, d'une certaine envergure. Il y a des contrastes entre eux, qui ont pensé le panafricanisme, alors la tentative de reconstruction de l'unité des fils et des filles d'Afrique, mais suivant des modèles différents. Nous citons ces noms parce que ça concerne l'Afrique subsaharienne, non pas seulement peut-être toute l'Afrique. Ça concerne davantage, un peu peut-être, indirectement, notre pays, mais ça concerne davantage la militarisation qui est en train de se passer actuellement au sein de la CEDEAO. La démocratie. Bon, j'ai entendu des définitions. La démocratie. Est-ce que la démocratie peut être africaine? Est-ce qu'elle peut être européenne? Est-ce qu'elle peut être américaine? Est-ce que la démocratie peut prendre un adjectif? Je ne pense pas. Il y a des peuples qui aspirent à certaines choses. Et face à l'aspiration du peuple, il y a souvent un noyau dirigeant. La tension entre le noyau dirigeant et le peuple crée souvent certaines choses. Maintenant, est-ce que on peut, comment dire, imposer durablement quelque chose? Je réponds en une trentaine de secondes. En tant qu'idéologue, Kwame Nkrumah a vendu des idées qui ont plu aux gens. Il est devenu, au-delà de l'idéologue, un homme d'État. Et maintenant, il pouvait mettre en pratique ses idées. Est-ce qu'il a réussi? Je ne suis pas très sûr. Il avait de très bonnes idées que des gens qui sont même plus ou moins étrangers à son environnement politique ont acheté. Donc, très bonnes idées en tant qu'idéologue. Idéologue, c'est idéologie. Il y a un peu idée. On vend quelque chose. Maintenant, l'exécution, la pratique. Kwame Nkrumah, vous savez comment il a fini? Il a décidé qu'il devrait être président à vie du parti unique qu'il a imposé au Ghana. Il a même décidé qu'il devait être président du Ghana à vie. C'est entré dans la Constitution. Et puis on lui a fait un coup d'État quand il était en déplacement. Et puis il est mort comme ça, en exil et tout. Donc entre les idées sont bonnes, vous comprenez, on peut les vendre. Mais quand maintenant il faut implémenter des idées, si vous les implémentez vous-même, c'est peut-être là qu'on verra votre vrai visage, parce qu'il y a des gens qui sont des vendeurs d'illusions. Par contre, Ruben Umniobe n'a pas eu la chance de Kwame Nkrumah. Je le dis pourquoi. Oui. Vous voulez des réponses factuelles, comme si on peut résoudre Mali, Burkina Faso, Niger en quelques secondes. Ce que ces militaires sont en train de faire, c'est exactement un peu ce que M. Kwame Nkrumah a fait. Les idées qu'ils vendent, elles peuvent plaire parce qu'en face, il y a un rejet de ce qu'on peut appeler l'Occident. À l'exécution, ça va donner quoi? Les jeunes qui sont au pouvoir, elles ne vont jamais partir. Oui. Elles ne vont jamais partir. Elles vont faire comme ce que M. Kwame Nkrumah a fait, c'est-à-dire le passage de l'idée aux individus.
Oui. Parce que M. Kwame Nkrumah est devenu quoi? Du l'idéologue qu'il était, qui vendait quelque chose. Je reste avec vous. Est-ce que vous pensez que ces militaires ont pour ambition de s'éterniser au pouvoir, même en sortant de la CEDEAO? Parce que c'est ce que vous voulez nous faire comprendre, qu'au-delà de l'idée de Kwame Nkrumah, il est sorti par la petite porte en voulant s'éterniser au pouvoir. Bien, les idées que les militaires sont en train de vendre, qui semblent plaire au peuple, je dis bien qui semblent plaire, parce que le propre des pouvoirs militaires, c'est de ne pas supporter la contradiction. On peut laisser les gens qui applaudissent, ceux qui contredisent, on va les empêcher de parler ou les effacer. Maintenant, ces idées-là, si vous voulez, on peut les archiver. Si vous les interrogez par rapport à ces mêmes idées dans l'avenir, vous vous rendrez compte que ce sera le « nous sommes là, nous sommes nos idées et les idées sont nous ». Donc, si j'ai dit quelque chose il y a 3, 4, 5 ans, c'est moi la personne qui parle que vous devez écouter. L'individu que je suis, c'est la personne à sacraliser. Donc, si même je change d'idée, c'est pour le bien du peuple. Ça veut dire, ne vous scottiez pas sur l'idée. L'idéologie que j'ai construite n'est pas plus importante que la personne que je représente. C'est pour ça que je dois rester indéfiniment et éternellement aux affaires. Maintenant, puisque vous ne mettez pas trop les comparaisons qui sont très structurées, on a parlé rapidement ici du communisme et du capitalisme, c'est-à-dire l'idéologie de la guerre froide. Est-ce que vous savez que ces idéologies-là ont transcendé les individus? Est-ce que vous savez que quand les Russes se battaient pour l'imposition du communisme, ça transcendait leur personne? Ça veut dire que ce n'était pas le dirigeant qui était en place. Quand les Américains se battaient pour imposer le capitalisme, est-ce que vous savez que ça transcendait les individus? C'est-à-dire que c'est des gens qui partaient du principe qu'ils peuvent ne pas être là, mais les idées qu'ils vendent doivent continuer à vivre. Oui. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ce sont des individus, en fait, qui profitent, on va dire, peut-être de l'ignorance, de la naïveté, du fait que l'Afrique soit un continent encore en construction. Il y a plusieurs clivages idéologiques qui se mêlent pour vendre leur personne. Merci, Faustin Touquet. C'est très important ce que vous avez dit. Je reviens vers vous plus tard. Le temps pour nous de donner la parole à M. Max Ruffin Yapele pour prendre sa perception, vue de Bangui, vue de Centrafrique, par rapport à ce qui se passe du côté de l'Afrique de l'Ouest. Alors, Max Ruffin, nous avons 3 pays qui étaient déjà sous les feux des projecteurs avec ces sanctions, avec ces régimes militaires qui créaient parfois de la confusion. Aujourd'hui, ils décident de partir de l'institution transcendante ouest africaine, la CEDEAO. Comment est-ce que vous appréciez cette sortie? Merci beaucoup. Cette question est une question existentialiste et puis c'est un intérêt africain. Moi, je ne pense pas que c'est une confusion. Je vous demande tout simplement d'essayer de voir dans cette logique quand vous les qualifiez de la confusion. Pourquoi je parle de cette manière? Essayez quand même de questionner le fondement de la création de tout ce qui est nation en Afrique. Oui. Prenez CEDEAO, prenez IMOA, prenez CAC, prenez CEMAC. Et quand vous essayez quand même de questionner le fondement, on ne peut pas primer, c'est-à-dire que primer économie sur l'humain. Et c'est-à-dire que la souveraineté politique est très importante que la souveraineté économique. Voilà, c'est pour cela que moi je dis clairement que les Occidentaux ont trompé les Africains. Et voilà maintenant ce qui pose problème encore aujourd'hui, c'est quoi? Parce que nous les Africains, nous continuons toujours c'est-à-dire que de marcher derrière escapisme des Occidentaux. Pourquoi je parle d'escapisme? Parce que vous savez déjà que les panafricains pire, c'est-à-dire que les anciens panafricains qui ont... Moi, je n'ai pas besoin de citer ces noms. Ils sont nombreux, même tout récemment, nous l'avons vu avec Kadhafi. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont une vision porteur, c'est-à-dire que portrice de l'Afrique qui voulait que l'Afrique doit être unie. Parce qu'aujourd'hui, quand nous parlons déjà que nous sommes des frères, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Cette hypocrisie vient de l'idéologie de union, en vérité. Mais cette union, en vérité, ne veut rien dire. Qu'est-ce que cette union a propulsé en Afrique? Et pourquoi aujourd'hui, si également? Parce que, vous voyez bien, ces déons, en réalité, ce sont les Maliens, ce sont les Burkinabés, les Nigériens, oui, qui ont fondé cette union. Et maintenant, vous arrivez, vous vous retrouvez par
avec des systèmes qui ne correspondent pas à leur idéologie. Et aujourd'hui, ils déclarent tout simplement que c'est nous qui avons construit. La terre nous appartient. Pourquoi vous voulez tuer une personne sur sa terre? Pourquoi vous venez sur la terre de quelqu'un, vous faites du mal et la personne plaît, vous continuez toujours de dire qu'il vendait des illusions, c'est-à-dire que c'est de la confusion, vous les traitez de tous les mots. Pourquoi? Parce que si vous lisez les textes même de CEDEAO, Oui. il y a des sanctions fondamentales. Trois. C'est-à-dire que quand tu fais partie, il y a un problème, c'est-à-dire que sur le plan législatif, c'est-à-dire que s'il est question maintenant que tes membres ou pas ton représentant, le représentant d'un pays doit se présenter sur la scène internationale pour quelque chose, c'est-à-dire qu'on ne devait pas le soutenir. Voilà dans les textes écrits. Voilà un peu une manière de dire que, c'est-à-dire que s'il y a quand même une réunion qui doit abréger la réunion de CEDEAO, dans ton territoire, on ne doit pas organiser cette réunion-là. Voilà les sanctions qui arrivent. Mais d'où vient la sanction de dire que bon, on va zéler votre bien, on va faire ceci, on va couper tout cela. C'est-à-dire que la nourriture qui va quitter pour donner aussi aux autres frères qui se trouvent de l'autre côté. Non, ça ne doit pas traverser parce que vous avez fait. D'où vient cette idéologie? Quand vous violez les textes, la CEDEAO prévoit qu'on ne prend pas le pouvoir. Les textes c'est de qui? Les textes c'est de qui? De la CEDEAO. CEDEAO c'est qui? Je parle des gens qui ont voté, qui ont fait sortir les textes et ils ont dit que les textes ne les plaît pas. Vous continuez toujours de dire qu'ils ne respectent pas les textes. Moi je crée. Mais vous arrivez, vous me qualifiez que moi qui crée les choses, je suis bête, je suis ignorant. Mais c'est incroyable. C'est incroyable avec ce qui s'est passé aujourd'hui. Et voilà maintenant donc aujourd'hui, nous crions tous en Afrique que nous voulons évoluer. Mais dans l'évolution que nous crions tous, il y a aussi des gens qui continuent toujours de satisfaire aux besoins des autres, au départ des besoins de leurs frères. Donc c'est vraiment inacceptable en Afrique. C'est incroyable. Et nous devons changer cette manière de voir les choses. Parce que vous voyez, je vous en prie, vous voyez ce qui s'est passé au niveau de Mali. Et maintenant, pour justifier pourquoi les trois pays ont trouvé la force de sortie. Oui. Il y a des éléments majeurs qui prouvent déjà que même en dehors des... C'est-à-dire que c'est DAO. Et je vous assure qu'un jour, c'est moi qui également va finir avec tous ces gens. Parce qu'il y a encore l'évolution du monde en question que l'autre politologue avait soulevé. Vous voyez pourquoi l'autre là? Ces trois États sont sentis forts pour déclarer qu'ils vont sortir. Parce que vous savez déjà que nous avons vu comment la guerre d'Ukraine a fragilisé d'une manière fondamentale, économiquement, même politiquement, militairement, l'Occidentaux. C'est la Russie que les Occidentaux vendent toute leur publicité pour dire que non, on va les sanctionner économiquement. Mais économiquement, c'est la Russie même en question qui est en train de subventionner aussi l'économie occidentale. Donc on voit déjà, sur la base de la guerre Russie-Ukraine, ça donne même la possibilité à un chef d'État africain de dire que non, moi je ne peux pas continuer toujours d'écouter votre promesse. Deuxièmement encore, qu'est-ce qui se passe? Parce que nous avons vu encore, c'est quoi? Le moment où, c'est-à-dire que les forces CEDEAO est là. Et leurs frères sont en train de faire, ils ne viennent pas épauler, mais ils passent leur temps à organiser les cérémonies de tout ça qui ne correspond pas aux idéologies même de la CEDEAO. Est-ce que à quoi ça sert encore de rester dans ces domaines? C'est pour cela que la population, parce qu'il ne faut pas qu'arrive à un moment donné, nous continuons pour dire que peut-être les militaires, ou peut-être nous sommes d'accord que parce que les militaires ils ont maîtrisé les sentiments du peuple de ces pays-là. Pour venir dire que, ok, comme nous avons vu déjà que le peuple, ils ont quand même déjà une manière de voir les choses, courons vite pour vous récupérer, pour dire que nous sommes des héros. Mais en réalité, le peuple africain, je dis bien, le peuple africain aspire déjà le vrai développement. Donc ça ne sert à rien de dire que peut-être c'est une seule personne qui amène le problème. Je vous en prie. Merci Max Rufin et Yapélé pour votre vision. Pour vous, la CEDEAO s'est travestie en chemin et aujourd'hui devrait peut-être être ouverte à des mutations. Paul Stéphane Menunga, je retourne vers vous parce que l'épistémologue Faustin Touquet sur le plateau nous amène vers un pan assez complexe de la question. Il pose ces militaires au pouvoir dans ces trois pays, Mali, Niger, Burkina Faso, en potentat qui voudrait s'éterniser au pouvoir. Et il faudrait donc lire toutes les décisions qui sont prises et les orientations idéologiques comme cette sortie de la CEDEAO, comme justement des actes qu'il faut adosser à cette
opinion ou alors cette ambition d'éternisation au pouvoir, au-delà même de cette orientation qui voudrait une autonomisation de ces pays et peut-être un affranchissement en termes de dépendance à la CEDEAO, bien évidemment, à l'Union européenne et même aux Nations Unies. Au début de mon propos, je vous ai dit que l'Afrique, on a donné les indépendances aux pays africains sans leur donner la souveraineté. Et ça se justifie même au niveau du droit. L'Afrique n'a pas son droit. Elle utilise le droit de l'Occident. C'est pour ça qu'on va vous dire que les gens veulent s'éterniser au pouvoir, parce que c'est l'Occident qui vous a enseigné ça dans les amphis. Oui. Quand on prend même l'Occident, tous ceux qui ont implémenté les grandes idéologies en Occident ont duré au pouvoir. La question qu'il faudrait qu'on se pose en Afrique aujourd'hui est celle de savoir qu'est-ce qui est plus important aujourd'hui en Afrique? Stabiliser la situation des djihadistes ou bien organiser les élections? C'est vrai que c'est la question fondamentale. Dans ces pays, la question du timing des transitions s'est posée. On a vu au Mali, justement, les élections renvoyées. Le timing, la durée des transitions, même au Burkina Faso, avec le capitaine Traoré, la question se pose. Jusqu'à quand la transition? Pourquoi ne pas remettre le pouvoir aux civils, si tant est qu'on voudrait aller dans un sens où, véritablement, ce soit le peuple qui soit destiné? Le pouvoir était entre les mains des civils quand le Mali était divisé en deux. Le pouvoir était entre les mains des civils. Et le président qui était en place avait gagné les élections par voie démocratique. C'est la même chose au Niger. Est-ce que la situation sécuritaire s'est améliorée au Mali? Je dis oui. Est-ce que la situation sécuritaire s'est améliorée au Niger? Je dis oui. Qu'est-ce qu'il faut d'abord dans ces pays? C'est de stabiliser la sécurité. Ça ne sert à rien d'organiser une élection alors que le pays n'est pas en sécurité. Dans un pays coupé en deux. Je dis ça ne sert à rien. C'est ça le véritable problème de l'Afrique. Prenons Mussolini, mais c'était un Dieu. On connaît tout ce qu'il a apporté à l'Italie. Prenons Hitler, c'était le Führer. Prenons Napoléon, c'était un demi-dieu. Général de Gaulle. Prenons César. Général de Gaulle. Prenons le général de Gaulle, qui avait dit que le jour où la France perd le Cameroun, perd son statut de puissance. C'était un seigneur. Ça veut dire qu'on bâtit dans la durée. Ça veut dire que quoi? Quand on rentre dans les théories politiques, on est dans l'approche développementaliste. Ça veut dire que pour arriver à des systèmes politiques d'alternance, il faut passer par ça. Il faut passer par des régimes longs. Et moi, je suis pour des régimes longs qui apportent l'ordre et la stabilité. Et la souveraineté. Et la souveraineté. Oui. Ça veut dire que quoi? S'il faut faire... Même s'il faut piétiner un peu la démocratie... Non, la démocratie, j'ai envie de vous dire que la démocratie n'est pas l'alternance. Il faut faire attention. L'alternance est un élément de la démocratie. La démocratie ne se résume pas à l'alternance au pouvoir. La démocratie, c'est un régime de valeurs, c'est un état de droit, c'est tout autre chose, contrairement à ce que les gens pensent. Organiser une élection et remplacer quelqu'un ne signifie pas qu'on est un état démocrate. Loin de là. Si Mussolini, on organisait les élections, Hitler a accédé au pouvoir par voie parlementaire. Oui. Donc la démocratie, en réalité, ce n'est pas organiser une élection et changer c'est tout un régime politique. Et j'ai envie de vous dire que l'Afrique a pensé sa démocratie, justement, au congrès de Manchester avec Kwame Nkrumah. Sur le plan politique, ça repose sur ce qu'on appelle le centralisme démocratique. Il disait que on n'a pas besoin d'avoir 400 partis politiques dans un pays pour que la démocratie ait une vitalité. Il disait que sur le plan économique, on n'a pas besoin d'adopter le modèle qui a été imposé par les États-Unis, le modèle capitaliste. C'est une approche socialiste sur le plan économique. Donc je pense aujourd'hui que la question la plus urgente qu'il faudrait qu'on se pose en Afrique, c'est comment faire, par exemple, pour avoir notre monnaie, voilà les questions fondamentales. Oui. Comment faire pour assurer notre sécurité militaire et alimentaire? Voilà les questions fondamentales qu'on doit se poser en Afrique. Comment faire pour ne plus importer le blé quand il y a la crise du Covid? Oui. C'est les questions fondamentales. Les questions, j'ai envie de vous dire qu'en réalité, le multipartisme est un instrument qui a été conçu par l'Occident pour empêcher à l'Afrique de se développer. Étudier l'Afrique après les indépendances de 1960 jusqu'aux années 90 avec le retour du multipartisme, vous allez vous rendre compte qu'en fait, sous les États forts,
l'Afrique s'est construite. Oui. Et les pays, même comme le Cameroun, étaient à des pays émergents. On nous a donc servi le multipartisme qu'on nous a enseigné, ou la démocratie qu'on nous a enseigné dans les amphis, qui est devenu en réalité une contrepartie pour les dirigeants. Ça veut dire, puisque ça devient le mode de dévolution du pouvoir, on te tient par ça. Ça fait que tu le veux. Vous, en tant que théoricien, vous éludez complètement cette ambiguïté qui voudrait que les décisions et orientations prises par les trois militaires au pouvoir soient dans une posture d'éternisation au pouvoir anti-développement de leur pays. Je dis, la posture de ces derniers est salutaire. Pourquoi? Parce qu'il fallait contourner le droit de la CEDEAO. C'est une décision très stratégique. Si tu restes dans la CEDEAO, très bientôt on te demande d'organiser les élections. Oui. Le calendrier ne te permet pas de stabiliser ton pays. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque en droit on dit ubi societas, ubi jus, ça veut dire quand vous appartenez à une organisation, il y a des règles. Oui. Et si vous ne pouvez pas respecter les règles de cette organisation, vraiment vous claquez la porte. Et c'est ça qu'ils ont fait, parce que techniquement, aucun État, que ce soit le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ne peut stabiliser son pays en 2 ans ou 3 ans. Ces nations ont besoin au moins de 10 ans pour que la paix revienne dans ce pays. Donc moi je pense que s'il faut sacrifier la démocratie pour annihiler le djihadisme dans ces 3 pays, vraiment sacrifions la démocratie même pour 20 ans et revenons à la démocratie après les 20 ans. Merci Paul Stéphane Monunga pour votre déroulé sur la question. Monsieur Bawa, je me tourne vers vous. Alors, la question en préparation de ce programme de Ouro Africa que de nombreux Africains nous posent, c'est est-ce que opérationnellement ces pays ont la capacité de tenir? Parce que nous avons suivi et la réalisation va nous peut-être présenter le communiqué de la CEDEAO qui estime ne pas avoir reçu déjà de façon précise et pratique les instruments de sortie de ces pays de la CEDEAO. Alors, est-ce que ces pays peuvent tenir hors de l'organisation sous-régionale en sachant justement toutes les sanctions internationales qui pèsent contre eux? Non, écoutez, depuis que ces pays sont en guerre, qu'est-ce que la CEDEAO leur a apporté? Depuis que ces pays sont sous sanctions occidentales, qu'est-ce que ces pays ont apporté? Est-ce que le fait d'appartenir à la CEDEAO vous donne une plus-value? Je ne crois pas. Ici, c'est un choix de souveraineté qui a été fait par ces 3 pays. Que vous approuvez? C'est un devoir d'existence. C'est un devoir d'existence. Soit nous faisons comme ils le font, soit nous allons disparaître. Nos progénitures seront des esclaves à vita aeternam. C'est un problème de choix d'existence, je l'ai toujours dit. Évidemment, le professeur Etouké, je crois que je n'écorche pas son nom. Oui, Faustin a rebondi sur ce que j'ai dit. J'ai dit le problème, c'est un problème d'arrimage aux normes occidentales qui voudraient qu'on soit dans cette pensée universelle, entre guillemets. Ils pensent que leur pensée là est universelle, qui voudrait nous réduire à la démocratie d'alternance. Le plateau précise aussi que la démarche des militaires au pouvoir, c'est une démarche d'éternisation au pouvoir. Oui. Elle ne voudrait pas... C'est pas une démarche qui construit un logiciel qui leur sera étranger. C'est-à-dire, ce qui se construit, c'est avec eux et advienne que pourra après sans eux. Mais évidemment, ils posent la problématique sous le même angle que la CEDEAO. C'est parce que ces gens ne s'arriment pas à la démocratie d'alternance. Évidemment, faisant bien partie d'un parti d'opposition au Cameroun qui revendique l'alternance, c'est normal qu'il se place du côté de la CEDEAO. Mais nous lui disons que... Je ferais partie d'un parti d'opposition où je n'ai pas bien compris. Oui, mais vous êtes membre d'un parti politique d'opposition. Je le sais très bien, qui revendique l'alternance. Lequel? Bon, je m'excuse si ce n'est pas le cas. Mais je sais que vous revendiquez l'alternance. Par vos propos, vous revendiquez l'alternance.
soit au Mali, soit au Cameroun. Oh là là. C'est ça la posture. On va péter des mots. Mais c'est ce qu'il reproche. C'est ce qu'il reproche. Je ne fais pas d'aucun parti d'opposition. Nous disons que l'Afrique n'est plus aujourd'hui dans la posture de remplacement au pouvoir. L'Afrique n'est plus dans cette posture-là. L'Afrique a compris que la question de sa souveraineté est plus importante que le remplacement des élites politiques au pouvoir. C'est ce que la CEDEAO veut imposer à l'AES. Les peuples de ces 3 pays, s'il faut aller dans des élections libres et transparentes, sans ingérence étrangère, mais ces 3 chefs d'État remporteront les élections à 99%. Vous êtes sûr? Bien entendu. Parce que ce qui les le Niger avait été élu, il a été remplacé par le général Tchani, mais il avait été élu. À l'heure où nous disons, ces 3 chefs d'État ne peuvent que remporter des élections libres et transparentes. Mais l'Occident ne peut pas vous laisser organiser ces élections sans ingérence. C'est ça qui fauche dans la démocratie chez nous. Nous voulons la démocratie. La démocratie se fait sans ingérence. Or, à chaque fois que nous organisons une élection, il y a l'ingérence étrangère. Et ce sont eux qui empêchent que la démocratie s'exprime en Afrique. Faudrait-il qu'on explique encore ce que c'est la démocratie? Parce que Abraham Lincoln l'a défini de manière subtile, comme le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. Mais c'est le gouvernement d'abord économique et politique du peuple par le peuple et pour le peuple. L'Afrique veut que son économie soit pensée par elle-même. Oui. Et lui revienne à elle-même. C'est l'Occident qui refuse. Donc l'Occident refuse la démocratie à l'Afrique. Pour être moins idéologique et moins conceptuel, vous pensez, en tant qu'idéologue justement, que cette sortie n'est qu'un désir d'autonomisation de ces 3 pays? J'ai toujours dit, tout pays africain, pour parvenir à son indépendance totale, a 4 étapes. La première étape, c'est d'être dans une alliance géopolitique lui permettant de résister aux forces adverses. Pour le cas de nos pays, c'est les BRICS. La deuxième étape, c'est de dénoncer les accords léonins de domination. La troisième étape, c'est la souveraineté monétaire. La quatrième étape, c'est de trouver des stratèges qui doivent donc mobiliser les masses populaires pour une mise au travail afin de produire la richesse et d'équilibrer leur balance commerciale. Voilà les 3 étapes, les 4 étapes. L'AES aujourd'hui a franchi la première étape parce qu'elle a obtenu le parapluie des BRICS. L'AES est en train de dénoncer les accords de défense et du franc CFA. C'est la deuxième étape. La troisième étape sera dans leur souveraineté monétaire. La quatrième étape, c'est la plus importante, c'est là où l'Afrique est bloquée. Notre université n'a pas encore produit des stratèges sachant mobiliser les masses populaires pour leur mise au travail. Un pays se développe parce que tous les jours, les peuples de ce pays-là sortent, se mettent au travail, transpirent et produisent la richesse jusqu'à équilibrer leur balance commerciale. On n'enseigne jamais cela à l'université. Jamais. Donc nous sommes bloqués parce que nos universités n'ont pas produit des intellectuels capables de mobiliser les masses populaires. C'est pour ça que vous constatez que ces intellectuels universitaires ne se battent que pour le remplacement au pouvoir. Aller au pouvoir, gérer le budget, passer les marchés publics et avoir les avoirs, la gloire et le pouvoir. C'est tout. L'Afrique est bloquée parce qu'il y a une incompétence universitaire dans le processus de développement d'un pays. Et j'ai dit, le jour, bien entendu, moi j'en suis un également. Le jour où une chaîne de télévision se dressera comme un tribunal pour juger les compétences universitaires à développer un pays, c'est là où l'Afrique pourra se libérer de la distraction. Merci, M. Bawa. Faustin Touquet, je me tourne vers vous. Alors, la question reste, est-ce qu'ils pourront tenir? Mais
on a aussi un ensemble de paramètres qu'il faudrait peut-être mettre en avant. On a ces incohérences internationales avec, par exemple, le cas nigérien où nous avons un ambassadeur qui est accrédité à Niamey alors que le pays est censé être sous bannissement international. On a justement au Burkina Faso cette aide allemande, le chancelier Olaf Scholz qui envoie des camions militaires pour le capitaine Traoré, alors que le Burkina Faso aussi est un peu mis en difficulté par la CEDEAO. Est-ce que justement ces pays-là ne servent pas sur toutes ces ambiguïtés internationales qui font que les institutions condamnent, mais les pays sous-traitent et continuent de commercer avec les pays sous condamnation? On l'a vu plusieurs fois avec l'Iran, qui, malgré les sanctions internationales, continue de vendre son pétrole et son gaz tranquillement au vu aussi de tout le monde. Merci Stéphane. À petite échelle, la question que vous posez est la même question qui revient souvent en sociologie. Est-ce qu'un individu peut exister sans la société? Et pragmatiquement, c'est impossible. Maintenant, en termes de conception philosophique, il y a des gens qui vont vous dire c'est l'individu qui fait la société. Et donc, on vous parlera d'individualisme méthodologique pour vous dire en fait qu'un individu peut vivre sans la société. Oui. Il y a des gens qui vont construire tout le contraire pour vous dire l'individu ne peut rien sans la société. C'est la société qui structure l'individu. On vous parlera du holisme méthodologique. Mais ce ne sont que des conceptions philosophiques. Est-ce qu'un individu peut réellement vivre sans société? Est-ce qu'un gars qui dit je suis Ewondo, je suis né à Yaoundé, est-ce qu'il peut vivre? On suppose que Ewondo n'est pas encore mélangé avec d'autres ethnies, c'est-à-dire avant que la colonisation arrive et on crée cette sorte de multiculturalisme forcé par les Allemands. Est-ce que vous pouvez naître dans un environnement et prospérer sans le secours et l'assistance de cet environnement? C'est littéralement impossible. L'homme est un animal social. Le multilatéralisme international ne vous amène pas à penser que si la France n'est pas là, la Turquie est là, la Chine est là? Ça veut donc dire qu'il y a une société internationale. Ça veut donc dire qu'un pays pris comme un individu politique ne peut pas exister s'il se coupe complètement de la société internationale. Si la société internationale, c'est peut-être 100 membres ou 200 membres. Si vous êtes en porte-à-faux avec tous les membres, en autarcie, vous ne pouvez pas exister. Oui. Maintenant, vous êtes en train de dire qu'il y a des équilibres, c'est-à-dire il y a 200 personnes, je ne m'entends pas avec 100 personnes, 50 personnes, c'est plus ou moins neutre, mais il y a 50 qui sont prêts à m'assister. Donc là, je vais quand même survivre. L'idéal serait que on réussisse à créer une société internationale ou alors à petite échelle, une société où il y a des règles dans lesquelles tout le monde se reconnaît. Exemple, le football. Est-ce que vous vous rendez compte que dans cette activité-là, qui n'est qu'un loisir, mais on va la prendre comme exemple, est-ce que vous vous rendez compte que les règles du football, au fond, je ne sais pas d'où elles viennent, mais elles ne tombent pas d'un arbre. Ce sont des règles qui ne sont pas tellement contestées par les joueurs, par les spectateurs. Mais on ne sait pas qui écrit ces règles. Un jour on vous dit c'est la VAR, un jour on vous dit c'est la mort subite, un jour il n'y a pas de mort subite. Mais quand les règles sont en vigueur, elles sont respectées. Elles sont tellement bien respectées qu'en cours de jeu, vous ne verrez aucun pays puissant changer la règle en cours de jeu pour gagner. Oui. C'est pour ça que le Cameroun a pu triompher des pays supposés grands. Vous savez qu'on a battu le Brésil et autres. Donc pour qu'une société fonctionne, il faut cette chose-là. Une règle qu'un individu ne peut pas tordre à sa guise et à sa volonté. Et là, une société va durer, va se stabiliser. Alors, maintenant, pour le cas où nous sommes, oui. Vous comprenez, parce qu'on va tourner. Pour le cas où nous sommes, où nous avons une société qu'on peut appeler CEDEAO. Je peux faire comme si je ne sais pas d'où elle vient. Vous avez des individus qui disent, CEDEAO, je ne suis plus d'accord avec tes règles. Je vais créer ma micro-société. Très bien. Est-ce que c'est techniquement faisable? Regardons l'Afrique. Les trois pays sont collés, ils ont des frontières communes. Oui. Donc les trois pays forment un ensemble, d'accord. Mais ils sont entièrement enclavés. Et vous savez qu'un pays, en principe, est responsable de son espace souverain.
Le haut de ces 3 pays, c'est l'Union du Maghreb arabe. Ce ne sont pas les gens de la CEDEAO. Ce sont les pays arabes, l'Union du Maghreb arabe. Qui soutiennent plus ou moins la démarche de ces pays. S'ils les soutiennent, vous comprenez donc pourquoi ils peuvent s'aventurer à faire cela. Parce que si dans le sud de ces pays, ce sont les pays de la CEDEAO, qui ferment leur espace aérien et terrestre, mais un pays complètement enclavé, ça vit comment? D'accord, ils peuvent cultiver, il y a de l'eau, ils peuvent cultiver et vivre. Mais pour avoir les autres commodités de la vie moderne, surtout que nos États ne fabriquent pas grand-chose. Oui. Je reste avec vous. Ce que vous dites est extrêmement important, mais on ne saurait aussi, dans notre démarche d'analyse, oblitérer la position des opinions dans les pays de la CEDEAO. Les opinions ont été fondamentalement contre. Les opinions populaires contre les leaders qui ont décidé de punir ces pays, entre guillemets. Est-ce que, justement, la question de l'inféodation de ces institutions africaines ne se pose pas à ce niveau? La CEDEAO qui prend des sanctions contre le Niger obéit à qui? À elle-même, ou à la France, ou à l'Union européenne, ou à l'ONU? Bien. Un cataclysme peut faire en sorte que les autres continents s'affaissent dans l'océan. L'Afrique, là, ces grandes plaques terrestres, constitution surréaliste, elle peut exister seule. Avec Madagascar, c'est-à-dire les autres continents disparaissent. Il n'en demeurera pas moins que pour vivre ensemble, il faudrait qu'il y ait des règles dans lesquelles la plupart des personnes se reconnaissent. Si on revient donc à cette définition d'Abraham Lincoln, gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, cela suppose en fait qu'il y a une règle qui est supportée par toute la communauté et pour toute la communauté. Est-ce que ça a déjà existé dans le monde? Non, c'est un idéal. Même aux États-Unis, c'est une minorité qui a tendance à écrire les règles du jeu, à les maîtriser, et puis par un phénomène de socialisation politique plus ou moins forcé, on oblige le petit Américain à se reconnaître dans ces règles. Mais il n'en demeure pas moins que c'est un idéal vers lequel on se rapproche. Et dans le rapprochement de cet idéal, chez eux, ça a pris des siècles. Ça a pris des siècles où les gens qui s'éternisaient au pouvoir ont vu cette chose s'effriter. Parce qu'il y a un autre principe fondamental dans les interactions sociales, politiques, militaires. Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître. Je vous pose, répondez de façon simple, sans développer. Au Mali, attendez, au Mali, cette nouvelle donne qui est en train de se poser. Si un autre jeune fait le pouvoir, vous allez lui imposer les règles de la précédente jeune. Parce que si on arrache le pouvoir par la force, dites-vous bien que le plus fort n'est jamais le plus fort pour être toujours le plus fort. S'il transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. Je suis un enseignant aguerri, je sais où je vais. Donc le Niger, un autre coup d'État peut arriver. Les nouveaux poutistes qui vont arriver là, vous voudriez qu'ils s'appuient sur les lois des actuels poutistes? Au Burkina Faso, un nouveau poutiste peut arriver. L'Afrique a connu des coups d'État. C'était un coup d'État tous les 3, 4, 5, 6 mois, si vous ne le savez pas. Je le sais. Si un nouveau poutiste arrive, vous allez lui imposer les règles que ceux qui sont en train de faire là sont en train de mettre. Vous pourrez le faire. Si donc les lois vont évoluer à chaque fois qu'un homme fort arrive, comprenez donc qu'il y aura un éternel recommencement et des panafricanistes en eux qui vont toujours mettre le drapeau panafricaniste pour que les gens les accompagnent. C'est pour ça que les autres qui ont commis ces erreurs pendant plusieurs siècles se sont rendus compte qu'il faut stabiliser les règles. Pour stabiliser les règles, il faut qu'aucun individu ne puisse être en situation de dire je suis la règle. Mais on ne parle pas d'individus, on parle de 3 individus avec des peuples qui soutiennent. Les peuples soutiennent. Vous avez entendu la moindre manifestation. Vous dites que les peuples soutiennent parce que vous ne voyez aucune manifestation des gens qui ne soutiennent pas. Vous savez ce qui se passe au Niger si vous tentez de dire que vous n'êtes pas d'accord. Vous savez ce qui se passe au Burkina Faso. Le Cameroun est en paix, n'est-ce pas? Avez-vous vu un parti politique dit d'opposition organiser la moindre manifestation sans qu'un sous-préfet dise non pour tout à l'ordre public? Donc, si vous voulez qu'on fasse un récit romancé, on peut le faire. Personne ne peut romancer mieux qu'un universitaire. Je préfère être un homme de science et un homme qui n'est pas partisan. Donc, ce qui est en train de se passer au Mali peut être défait en quelques semaines. Il suffit qu'un nouvel homme fort arrive. Si vous le savez donc, vous faites comment pour projeter un futur qui engloberait toutes les masses populaires, qu'elles soient burkinabées, qu'elles soient maliennes, qu'elles soient nigériennes. Parce que le nouvel homme fort qui arrivera, il laissera acclamer ceux qui acclament,
il musellera ceux qui veulent contester. Et vous direz la même chose ici dans peut-être 2 ou 3 ans, le peuple est avec le nouvel homme fort. Si ça n'a jamais marché dans l'histoire du monde, sur plusieurs siècles, au nom de quoi vous voulez que ça marche ici? Comme si nous sommes une invention sociopolitique. C'est pour ça qu'un politologue, vous voulez toujours me stopper. Non, je ne sais pas. Secondes. Oui. La science politique, ce n'est pas une science de la passion. C'est une science où on scrute et un politologue, dans le temps et l'espace comment les sociétés évoluent. C'est un peu comme un développement biologique, mais à très grande échelle. Et les étapes de développement, de maturation sont connues. Donc, si on ne veut pas dire la vérité, on dira ce que je peux appeler des désinformations ou le mensonge. L'humanité est partie des gouvernements tribaux vers des gouvernements monarchiques, ensuite vers des gouvernements qu'on peut appeler républicains. Et dans l'avenir, ça n'existe pas encore, on ira vers des gouvernements représentatifs. Je dis, on peut utiliser ces mots aujourd'hui, mais ça n'existe pas encore. Il y a donc une progression dans le temps et dans l'espace. Maintenant, si quelqu'un a pris 10 siècles ou 15 siècles pour arriver à un niveau de maturité, dire que d'autres personnes doivent faire le même temps pour arriver au même niveau, c'est un peu de la malhonnêteté, parce que ce sont les individus qui font les institutions, ce ne sont pas les institutions qui font les hommes. Merci. Les autres évoluent sans savoir où ils partent. Maintenant, quand vous avez une boussole, vous savez que voilà où je dois arriver. Vous pouvez donner une direction et en 5-10 ans, les gens arrivent. Quand un dirigeant fait 20 ans au pouvoir, s'il voulait vraiment construire un système qui transcende sa personne, qui fait vivre les institutions, il n'aurait pas 20 ans et les choses marcheraient. Merci Faustin Touquet. Max Ruffin appelé, je me tourne vers vous. La question reste la même. Et beaucoup m'interpellent sur nos différentes plateformes, sur la problématique en sibylline de la CEDEAO et aussi de la CEDAC. Toutes ces institutions qui parfois, on a l'impression, s'apparentent à des caisses de résonance, justement, d'anciens colons, d'institutions internationales. Est-ce qu'elles devraient être réformées? Ou alors, on devrait aller vers, justement, ce départ en cascade. Par exemple, au sein de la CEMAC, on verrait des pays qui en ont assez de cette instrumentalisation avec, par exemple, cette CEMAC adossée à une banque centrale qui n'est pas dans la CEMAC, mais qui a un droit de regard sur toutes les transactions en notre espace. Oh, merci beaucoup. Je voudrais vous répondre à cette question, mais avant tout cela, je vais aussi essayer quand même de donner ma vision des petites sciences que j'avais appris. Quand j'ai essayé, ma lecture sociologique des pensées m'amène à comprendre tout simplement, et même d'ailleurs sur la question de l'individu et la société, l'individu ne peut pas vivre sans société et la société également ne peut pas vivre sans l'individu. C'est-à-dire que l'individu, je voudrais dire que l'individu peut construire la société de la même manière que la société également de son tour influence l'individu. Mais au-delà de ça, on ne peut pas surpasser que la société est plus importante que l'individu ni l'individu. Ça veut dire quoi? Et dans tous ces domaines-là, il faut penser aussi à ce qu'on appelle la nature des choses, le conflit. Le conflit, quand le conflit arrive, la société ne parvient pas. Or, qu'est-ce qui se passe dans la situation de ces 3 États? Il y a ce qu'on appelle le conflit, c'est-à-dire que la nature a fait ces choses. Et c'est pour cela que je vous ai signalé ici que ces 2 États, ces 3 États, ils ont avancé les raisons, c'est-à-dire que leur justification, pourquoi ils ont opté aujourd'hui pour chanter. Et je pense que sur ces plateaux, il y a suffisamment de gens qui ont développé cela. Je n'ai pas besoin encore de revenir sur ça pour expliquer, mais ce que je veux vous dire, c'est quoi? Vous savez, dans les quartiers, faites très attention avec la personne qui est plus importante dans les quartiers. C'est-à-dire quoi? Je vais vous dire une chose, d'une manière très simple. Vous avez quelqu'un dans votre quartier, il y a quand même l'eau. L'électricité, c'est lui qui donne. Et même la question aussi de nourriture, c'est lui qui vous donne. Ou soit il ne vous donne pas, mais il a quand même une capacité extraordinaire que vous, il peut vous nourrir, mais vous ne pouvez pas nourrir la personne. Il faut faire très attention avec la personne. Vous dites quoi, Max? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez ce qui s'est passé parce que l'expérience nous a démontré, et moi j'ai dit, toujours ces 3 États, ils ont maîtrisé. Parce que voilà, c'est ces États-là.
Ils sont arrivés par le coup d'État, ils ont commencé à faire. On dit que non, c'est de la gesticulation, non, c'est cela, mais on a vu comment les États-Unis d'Amérique étaient les premiers à revenir négocier d'une manière secrète. Quand la France continue toujours de crier de l'autre côté, nous voyons encore d'autres États, d'autres espaces pour venir négocier avec ces gens-là. Mais dans quelle manière, ou pas dans quel sens vous pouvez dire que cet État-là ne peut pas réussir avec leur idéologie? Qu'est-ce qui vous permet maintenant de définir que leur association, leur alliance ne pourrait pas aboutir? Or, nous savons déjà que c'est CEDEAO même en question, c'est-à-dire qu'elle n'est pas solide. Ils n'ont pas de fondement économiquement, politiquement et puis culturellement. Ils ont quand même un cadre normatif qui leur permet d'exister. Normatif, ces États, l'alliance des États du Sahel, et également ils ont quand même des normatifs. Qu'est-ce que vous parlez? Ils n'ont pas de règles. Quand ils ont défini, c'est-à-dire que l'alliance des États de Sahel, ils n'ont pas donné les règles, ils ont donné les règles, ils ont donné aussi les mêmes choses. Parce que d'ailleurs, je dis toujours que c'est eux-mêmes qui créent ces déons. C'est-à-dire que les mêmes idéologies qu'ils ont créées, ils ont compris cela que nous étions trompés. Il fallait revenir maintenant pour redynamiser cette chose. Donc cette fois-ci, ils ont déjà même des gens qui sont prêts à les accompagner. C'est pour cela que l'aide de Palais avait parlé des BRICS qui est là. Nous avons vu déjà même la Russie est là. Nous avons vu, et sur ces points, je vais donner seulement 2-3 États simples qui ont confronté suffisamment avec des difficultés. Aujourd'hui, il fait partie des puissances. Qu'est-ce qui est arrivé à N? Quand N a décidé de développer l'idéologie de la souveraineté politique, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé tous les problèmes. Oui, ils ont trouvé tous les problèmes du monde. Mais qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui? L'Inde fait partie des pays émergents. Tout à fait. La Russie, lui seul qui s'est battu depuis très longtemps pour la souveraineté politique, qu'est-ce que la Russie a montré aujourd'hui, jusqu'à même tout récemment? L'Occident n'a pas compris et il a tenté encore d'utiliser cette sanction en croyant peut-être que ça va affaiblir la Russie. Parce que moi, je ne sais pas, aujourd'hui, nous avons vu comment ça circule. C'est-à-dire que le taux de dette, je peux vous dire que ce qui se passe, parce que si on vous révèle ce qui se passe au niveau du nord du Mali, rien que le Mali, avec ses ressources pétrolières, du gaz, et vous prenez par exemple le Niger, c'est là pour que tous les gens qui croyaient peut-être qu'ils vont tomber, c'est ces gens-là qui seront les premiers à revenir négocier. Donc, ne cédez pas aux tentatives des gens, c'est-à-dire aux opinions qui croyaient peut-être que non, ils vont échouer. Mais bien, il y a quand même mais si c'était moi, au Mali, un Malien qui s'est exilé quelque part, il prétendre dire que non, si un jour il chantait, moi je change ma nationalité, mais effectivement tu as déjà changé ta nationalité. Et ce que je veux dire c'est quoi? La science c'est quoi? Vous savez, notre problème aujourd'hui en Afrique, qui a occasionné, ce sont des scientifiques pires. Et je suis d'accord avec le politologue, ce sont des scientifiques parce que quand vous lisez l'histoire de l'anthropologie, de la science en question, parce que tous ces gens qui sont arrivés pour maîtriser les Africains, ce sont des scientifiques, et ils ont arrivé, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait seulement la recherche, mais ils ont légitimé, ils ont créé quand même des institutions, des écoles, c'est-à-dire que des cabinets qui recrutent, c'est-à-dire que des gens qui étudient les Africains afin de les dominer. Donc aujourd'hui, aucune science qui est exacte de la passion. Parler quelque part pour dire que non, telle personne qui rejoint de cette manière, c'est de la passion, c'est de ceci. Moi, je pense que c'est la passion qui fabrique la science. Donc, arrêtez quand même de nous distraire, de nous continuer toujours, de nous dire aujourd'hui que peut-être, c'est-à-dire que la science est loin de l'opinion, est loin de la passion. Donc, c'est de la pire distraction. Merci, Max. Paul-Stéphane Manunga. Le débat voudrait s'enliser sur un aspect que nous n'avons pas vu venir, à vouloir croire que il y a de l'incohérence dans cette démarche sur le plan de légitimation et d'éternisation au pouvoir de cela. Mais le fait est là, le Mali, le Niger, le Burkina Faso estiment que en accord avec les peuples et de façon souveraine, que le fonctionnement et le modèle de la CEDEAO ne leur convient plus et décide de partir. Aujourd'hui, la question est, pourront-ils tenir? Et l'épistémologue estime qu'on ne saurait, en tant qu'individu, vivre en dehors de la société. Ça veut dire que même s'il y a cette alliance des États du Sahel, il y aurait quand même des difficultés eu égard à la position géographique de ces États à pouvoir s'épanouir sans l'accord et l'accompagnement de la CEDEAO. Non, ça aurait été vrai si la société internationale était uniforme. Mais aujourd'hui, elle est protéiforme. Et je l'ai dit au début de mon propos, qu'aujourd'hui, on est dans le multilatéralisme. Ça veut dire que quoi?
tu refuses de coopérer avec moi, je ne coopère pas avec toi, quelqu'un vient négocier avec moi en cachette. C'est pour ça qu'ils ont les chances de réussir. Parce que le monde n'est plus bipolaire. Oui. Le monde est multipolaire. Et dans cette analyse, il faut intégrer l'approche réaliste des relations internationales ou de la coopération entre les États. Tout ce que vous voyez là, à la fin, chaque État cherche son intérêt. Oui. Ça veut dire qu'on va condamner le Niger ensemble. Mais par derrière, moi, je vais aller chercher mon intérêt. Est-ce que vous savez aujourd'hui que l'Italie va organiser un sommet Italie-Afrique? C'est déjà passé, c'était la semaine passée. Exactement. Ça veut dire que quoi? Vous allez faire tout votre bavardage. À la fin, je vais aller chercher mon intérêt. Si je ne peux pas avoir mon gaz, je vais soutenir le Mali par derrière, il me donne mon gaz. Oui. Si je peux pas avoir mon pétrole, on va prendre les sanctions, mais par derrière, je vais aller soutenir le Mali. Mon uranium, Je vais avoir mon uranium. Donc, il faut intégrer cette approche réaliste et cette approche multipolaire ou latéraliste. Ça fait donc que aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où chaque État cherche son intérêt. Il y a d'autres États qui veulent s'émanciper. Parce que je l'ai dit, si on était dans les années 1970, je vous dis que ces 3 États n'auraient même pas fait 6 mois. Que cette alliance se serait écoulée depuis. Mais ils bénéficient de quoi? De la réorganisation géopolitique ou la reconfiguration géopolitique du monde actuel. Oui. Où tout le monde veut contester l'hégémonie de l'Occident et des États-Unis. Où tout le monde ne voudrait plus qu'on lui impose. Parce que la guerre aujourd'hui, elle est plus civilisationnelle. Mais les gens ne le savent pas. Ça veut dire qu'on ne voudrait plus une civilisation, c'est-à-dire l'occidentalisation du monde. C'est pour ça qu'on va voir d'un côté les Arabes qui se posent farouchement à l'américanisation du monde ou à l'européanisation du monde. De notre côté, oui, on va voir les Asiatiques qui s'opposent farouchement. De notre côté, on va voir les Russes qui vous disent qu'on n'est pas là dans vos pratiques contre nature, on n'est pas là dans ceci. Ça fait donc quoi? Chaque parti peut tirer son épingle du jeu. Ça veut dire que le fait de dire que je ne suis plus de la CEDEAO ne veut pas dire que tu t'écartes de la société parce qu'elle n'est pas uniforme mais protéiforme. Oui. Ça veut dire que je peux ne plus être de la CEDEAO parce qu'on ne le dit pas ici, on ne l'a pas évoqué. Ils sont sortis de la CEDEAO mais ils restent dans l'UMOA. Ça on ne le dit pas. Oui. Ils sont sortis de la CEDEAO mais l'UMOA ils restent membres. Ça veut dire qu'en fait, ce sont des gens qui sont très stratèges, parce que je me rappelle au début, quand ça a commencé, les gens ne leur donnaient même pas 3 mois. Les gens ne leur donnaient même pas 3 mois. Oui. Mais aujourd'hui, ils sont arrivés jusqu'à sortir de la CEDEAO. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on commence à se poser les vraies questions. Et peut-être aller prendre au sérieux. Et c'est là où j'allais arriver. Il faudrait qu'on commence à se poser les vraies questions. Parce que l'analyse du docteur, pour qui j'ai beaucoup d'estime, aurait aussi été vraie si il intégrait, ou alors le problème de son analyse, ou le problème que je trouve dans son analyse, c'est qu'il n'intègre pas la main extérieure qui pèse sur les pays africains. C'est comme si les pays africains sont indépendants et il n'y a pas le colon. C'est pour ça que parfois je ne suis pas très d'accord avec les lectures du grand prof Achille Mbembe qui vous parle du post-colonialisme, parce que le post-colonialisme signifie que l'Afrique est indépendante et le colon est parti. Or, on est dans le néocolonialisme. Quand vous faites donc une analyse sans intégrer le néocolonialisme, ça devient très compliqué. C'est ça le véritable problème. Merci Paul Stéphane Menunga. Merci aussi à la réalisation qui nous accorde 2 à 5 minutes supplémentaires. Monsieur Bawa, la question reste la même, mais surtout le paradigme, la grille d'analyse, quand on observe cette situation inédite, il faut le dire, c'est la première fois qu'il y a cette alliance des États du Sahel, des pays à orientation francophone, et qui décident, eux, de sortir du giron sous-régional pour se constituer en entité autonome. On se retrouve donc avec de l'inédit, je l'ai dit, et les questions restent les mêmes. Pourront-ils tenir? Mais est-ce que, en parallèle, justement, cette mainmise étrangère qui est évoquée par le politologue n'est pas un aspect motivant pour les peuples et peut-être pour d'autres partenaires qui voudraient intégrer et soutenir cette initiative? Je crois que nous devons savoir une chose. Les autres ont pris du temps pour imposer un paradigme, pour imposer un système de gouvernance, un modèle de gouvernance qui cadre avec leur environnement, le développement
de leur pays. Et ce modèle de gouvernance qui favorise le développement de leur pays nous sous-développe. Il ne nous permet pas de nous développer, d'avoir notre souveraineté. Et vouloir respecter ce modèle, se conformer à leur modèle, c'est demeurer éternellement esclave de ces leaders de ce monde-là. Et donc, l'AES a dit, nous allons aussi prendre notre temps pour construire un autre modèle de gouvernance qui va donc permettre le développement de notre pays. Évidemment, ce modèle de gouvernance-là, ils l'ont appelé l'actionnariat populaire, qui s'oppose au capitalisme néolibéral occidental qui impose la démocratie d'alternance. Et donc, nous sommes dans deux modèles de gouvernance différents. Nous ne pouvons pas nous conformer. À ce niveau, vous n'avez pas peur qu'il y ait cette tentation ou une tentative de messianisation du pouvoir avec des hommes qui estimeraient que c'est eux les porteurs de lumière et c'est eux qui doivent de façon perpétuelle inspirer et guider les peuples maliens, burkinabés et nigériens? Non, ces militaires en réalité se sont rebellés parce qu'ils étaient face au canon des terroristes qui les décimaient. Ils se sont rebellés pour se sauver soi-même. Lorsqu'ils l'ont fait, ils sont retrouvés face aux sanctions de leur maître. Ils ont donc fait appel aux idéologues. Et l'un des idéologues qui est venu à leur secours, c'est le professeur Laurent Bado du Burkina, qui leur a dit, à défaut d'avoir l'assiette occidentale, je peux vous présenter une autre manière d'avoir une autre assiette, celle du peuple. Et il l'a appelé l'actionnariat populaire. Et donc, autour de ces militaires qui sont échappés au canon des terroristes, nous les idéologues, nous allons leur apporter assistance en construisant un modèle propre à l'Afrique. Ce modèle-là, moi je l'ai appelé le capitalisme communautaire national, qui va donc s'opposer au modèle communautaire national, qui va donc, ou bien l'actionnariat populaire, selon donc les propos de mon camarade Laurent Bado, qui va donc s'opposer au modèle de gouvernance occidentale, à savoir le néolibéralisme chez eux, mais qui se transforme en néocolonialisme chez nous. Ces deux courants de pensée, ils ont pris du temps pour mettre en place ce modèle de gouvernance. Nous en avons aussi besoin de temps pour le mettre. C'est question d'existence, de nos progénitures. Que deviendront nos enfants qui ont le bac, qui ont la licence, le probatoire, le doctorat? Que deviendront-ils si nous devons accompagner ce modèle néolibéral-là? Voilà la question fondamentale. Voilà la question. Je vais, avec beaucoup de fierté, justement, réitérer la proposition et l'offre qui est la vôtre, justement, pour ces pays, Niger, Burkina Faso et Mali. Vous leur offrez le capitalisme communautaire national, comme modèle pensé, modèle pour le développement des nations africaines. Bien entendu. Bien entendu. Et merci à vous, monsieur Bawa Bouba. Je promets qu'on reviendra sur les offres et surtout les contenus qui entourent justement ces offres-là. Faustin Touquet, je me tourne vers vous, il nous reste à peine 5 minutes. Lorsque vous entrevoyez donc l'avenir de ces pays, comment est-ce que vous entrevoyez ces pays qui ont décidé de s'autonomiser et qui peut-être vont encore être plus durement frappés par les sanctions internationales? Parce que la CEDEAO, elle jouit quand même d'un capital crédit à l'échelon international sur lequel peut-être l'Union africaine, peut-être l'Union européenne, les Nations unies vont s'aligner. Lorsqu'on décide comme ça d'évoluer en vase serré, Alliance État du Sahel, est-ce que ces pays ne vont pas se retrouver de façon plus dure encore au banc de la communauté internationale? Je vous donne 3 minutes parce qu'il nous en reste 5. Oui, si on ne m'interrompt pas pendant 3 minutes, merci. Je vois l'avenir de ces 3 pays comme au football. Vous savez, au football, nous ne nous sentons pas colonisés. Il y a des règles sur lesquelles nous pouvons surfer et même dominer, n'est-ce pas, ceux qui ont pratiqué le sport avant nous. Je reviens toujours sur les règles. Donc je vois l'avenir de ces 3 pays comme au football.
Nous apprenons les règles du football. Nos jeunes s'entraînent. Ils atteignent, ils surpassent même des niveaux des gens déjà connus. Donc le problème, il est à ce niveau. On peut s'approprier des règles qu'on n'a pas inventées, sans fausse fierté. On peut s'approprier des règles qu'on n'a pas inventées et les maîtriser mieux que ceux qui les ont inventées. Exemple, avec le football. Avec l'économie, c'est pareil. Mais vous voyez, au football au Cameroun, il y a un petit problème actuellement. C'est parce que le système de gouvernance archaïque, où on pense qu'on peut nommer des gens même qui n'ont pas la capacité. Si vous mettez un asthmatique comme moi sur un terrain de foot, vous m'imposez sur le terrain de foot, vous ne serez pas surpris de perdre des matchs. Parce que pour bien jouer au football, il y a quand même des conditions. Donc quand vous mettez la personne qu'il faut à la place qu'il faut, le résultat sera là. Si dans le jeu économique, vous cooptez des gens, vous nommez des gens, comment vous voulez que ça marche? Si dans le système universitaire, vous cooptez vos amis, vous prenez des gens qui savent à peine écrire leur nom, donnez-leur tous les titres que vous voulez, ils seront des professeurs. Je ne vais pas citer des noms ici. Sauf qu'ils ne pourront pas se comparer aux universitaires des pays où on a vraiment transpiré pour y arriver. Pour dire quoi, et pour répondre implicitement à ce qui a été dit, je suis encore dans mon temps de parole, l'Afrique est indépendante, l'Afrique est souveraine. Ceux qui viennent tenir notre discours, ce sont des défaitistes. Il y a des règles que nous pouvons maîtriser. Mais puisque nous aimons le système de gouvernance archaïque, où le roi vous disait, c'est toi qui vas faire ça, peu importe tes compétences, nous sommes donc dans un environnement où on aime la cooptation. Je suis un brillant universitaire. Pourquoi je ne suis pas MINUSUP? Parce qu'on ne connaît pas mon nom. Pourquoi je ne suis pas recteur? Parce qu'on ne connaît pas mon nom. Mais on laisse des gens croulants qui sont en retraite être recteurs. Ils vont être recteurs, l'université va tomber. Vous mettez des gens qui ne sont pas bons pour manager le foot va tomber. Ce qui va se passer en Guinée, pour être bien vu par la junte va nommer des gens de manière discrétionnaire. L'Africain aime bien ça, le discrétionnaire. Mais dans le monde moderne, malheureusement, le discrétionnaire ne marche pas. Et les Occidentaux ont pris plusieurs siècles pour le découvrir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le fils d'un prolétaire peut, après 20-25 ans dans le système universitaire, accéder à des hautes fonctions parce qu'on a vu en lui un talent énorme. Ici, ça ne peut pas passer. Ici, il faut être le fils de... Je ne vais pas passer des noms pour ne pas vous mettre à mal. Mais on fabrique des gens qui n'ont même pas des compétences. Comment vous voulez que ça marche? Même à l'armée, c'est pareil. Vous croyez qu'on entre à l'émia parce qu'on est trop bon? Il faut être coopté. Le problème dans l'Afrique, c'est ça. Ce n'est pas le problème de dire l'Occident met sa main. L'Occident met sa main partout, l'Afrique met sa main partout. Maintenant, il y a des règles. Si nous voulons dominer les règles, on le peut. Mais dominer les règles impose un nouveau système de gestion où il faut laisser les individus capables grandir progressivement. Or, dans le système autoritaire, ce n'est pas possible de laisser les gens se développer. Il faut leur dire ce qu'ils doivent faire. Il faut les normer. S'ils résistent, on leur coupe la tête. Ceux qui résistent sont ceux qui auront été obséquieux. Et un environnement obséquieux ne peut pas rivaliser un environnement compétitif. C'est pour ça que l'Occident surplombe les autres civilisations. Ce n'est pas pour autre chose. Qu'est-ce qui va arriver aux poutistes? Ils sont burkinabés, ils sont maliens, ils sont nigériens. Vous croyez que c'est un système où on va laisser le jeu de la compétitivité technologique? Vous croyez qu'à là-bas, à l'ENAM, désormais on va dire, on veut les brillants étudiants qui vont entrer à l'ENAM du Niger ou à l'ENAM du Burkina? Ah, mais ce sont des gars cooptés. Qu'est-ce que vous voulez que les gars cooptés fassent? Ils seront médiocres. Et les gars médiocres ne peuvent pas tenir face à des gars compétitifs. Donc l'avenir de ces trois pays sera à l'image globale de ce qu'on fait généralement en Afrique. C'est du pipeau ce que ces gars sont en train de faire. Merci de ne m'avoir pas interrompu. Merci à vous, Faustin Touquet, pour votre vision de l'avenir de ces trois pays. Max, il nous reste 1 minute à peine. Et je vais aussi vous demander de lire dans la boule de cristal quel avenir pour ces trois pays frères, Niger, Burkina Faso, Mali. Ah, merci beaucoup. Deux choses que je vais dire précisément. Il nous reste 1 minute, Max. Quand j'avais essayé quand même de faire mes recherches sur les gens qui dirigent surtout Mali, vous savez, Dr Maïga, c'est ce monsieur-là qui a réalisé sa thèse sur Union, si c'est IMOA ou pas quelque chose comme ça. Il a réalisé sa thèse en France sur ça. Donc, vous voyez, ce sont des gens, quelque part, qui ont travaillé sous l'ombre pour maîtriser d'abord le système de CEDEAO. Et de dire maintenant ce qui est important pour nous, même en France, parce que Raymond Aron, c'est un élève de Max Weber.
Et c'est Max Weber qui avait préconisé, c'est-à-dire que le jugement des faits que le jugement des valeurs. Et qu'est-ce que Raymond Aron a repoussé à Max Weber? Il faut mettre dans le jugement des faits l'éthique. Notre problème en Afrique aujourd'hui, c'est quoi? L'éthique. Et je pense qu'une personne a posé cette question. Voilà les djihadistes qui viennent massacrer les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens. Continue toujours de laisser les places qu'ils viennent nous massacrer ou protéger la population. Et maintenant, aujourd'hui, qu'on protège la population, ça devient que les gens sont devenus les messieurs. Non, empruntez pas le mot n'importe comment. Et quand tu ne vis pas dans une maison, tu ne peux pas comprendre la réalité. Parce que déjà, quand ils ont entreprendre à récupérer, c'est-à-dire que la récupération des Kidal, nous avons vu comment les sanctions, mais où est aujourd'hui les Kidal? Donc, donner quand même du temps à ces trois États-là. Nous verrons, comme le politologue avait dit, dans 2 ou 3 ans, nous verrons quand même ce qu'ils peuvent faire. C'est ce que moi je veux dire. Merci à vous, merci et à vous, Max Ruffin Yapele. Vous sollicitez du temps pour ces 3 États. Nous allons le faire aussi. Nous jugerons le maçon au pied du mur. Hors de la CEDEAO pour ce qui concerne le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Merci à vous, Paul Stéphane Monunga, politologue par excellence, grand définisseur des concepts de la politique. Merci à vous, Faustin Etouké, épistémologue, homme de sciences universitaire par excellence. Merci à vous, cher Bawa Bouba. Vous avez été sur le plateau le premier à conceptualiser le capitalisme communautaire national. On va interroger, je l'ai dit, les contenus, mais surtout les portées dynamiques, justement lorsque nous pensons et initions un développement centré uniquement et automatiquement sur les États africains. Merci à vous de nous avoir regardé de par le monde. Merci au top management qui a suivi de façon particulière cette production de Ouru Africa. Quant à nous, mesdames, messieurs, nous nous retrouvons bien évidemment sur la même antenne, toujours avec le même plaisir, le même bonheur, toujours au service de cette Afrique que nous voulons libre, mais surtout indépendante. Bien le bonsoir. Nyama